Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Bienvenue dans cette présentation, dans ce webinaire. Ce webinaire va durer environ 40 minutes. Il va y avoir plusieurs phases. Il va y avoir ma présentation, bien sûr, ensuite un sommaire et différents résultats, et ensuite une analyse des résultats de cette enquête. Nous avons voulu savoir comment les professionnels du marché senior, mais aussi les professionnels d'entreprise dont une partie des clients sont des seniors, comment ils réagissaient, ce qu'ils pensaient de la crise économique, comment est-ce qu'ils voyaient les prochaines semaines, ce qu'ils comptaient faire. Nous avons bien sûr réalisé une enquête pour cela, une analyse. Nous avons également interviewé des personnes. Donc c'est environ, enfin c'est pas environ, c'est 207 personnes qui ont été, qui ont répondu très correctement à nos questionnaires, qu'on a extrait de 207 personnes. Il y a plus qui ont répondu. Et nous avons également fini par un qualitatif où nous avons parlé pendant pratiquement une heure à 23 personnes dans différents secteurs d'activité sur les seniors. Donc, je vous propose de passer directement à ce webinaire. Tout d'abord, ma présentation. Si vous voulez pas suivre ma présentation, vous avancez légèrement et on se retrouve juste après la présentation. Pour me présenter, je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché senior et la silver economy depuis 1999 et je suis également entrepreneur dans le sens que nous avons investi dans des entreprises sur la silver economy et notamment les résidences-services seniors. L'activité de conseil, je l'exerce dans une agence de conseil et d'études qui s'appelle Global Aging Consulting. Nous sommes présents en France, à Berlin, à Londres, à Tokyo et à New York. Et nous couvrons l'ensemble des pays développés, l'ensemble des pays vieillissants, avec une fédération d'acteurs, d'experts, d'agences indépendantes, pionnières sur le marché des seniors. Ainsi, on est capable d'accompagner des entreprises sur plusieurs pays au niveau mondial. Parmi nos missions, nous réalisons bien sûr des missions de conseil en marketing et stratégie, c'est-à-dire en fait comment développer l'entreprise, quelles pistes stratégiques utiliser, quels acteurs sont concernés, quel est mon écosystème. Nous réalisons bien sûr des études de marché auprès des seniors, Cali et Conti. Nous faisons bien sûr des co-créations avec les seniors, mais aussi des co-créations avec l'écosystème et les distributeurs. Notre troisième module, c'est bien sûr la formation inter-entreprise ou intra-entreprise sur le marketing des seniors, mais aussi sur la vente aux seniors. Le quatrième point concerne l'accompagnement et le coaching de dirigeants. Donc cette activité est sur le moyen et long terme, bien sûr, pour accompagner le dirigeant ou le directeur marketing dans le développement de son projet. Enfin, nous avons un module qui concerne l'identification de partenaires et la mise en relation. Effectivement, nous travaillons sur le sujet depuis plus de 20 ans et cela nous a permis d'être connus et de connaître la très grande majorité des acteurs qui interviennent dans le monde des seniors ou qui interviennent sur la silver economy. Pour s'informer, nous avons deux principaux portails d'information, ageconomy.com et globalagingtimes.com, qui sont deux portails d'information, d'actualité et d'analyse sur lesquels vous pouvez recevoir chaque semaine la newsletter. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à la newsletter. Pour ce qui concerne le réseau et la mise en relation à haut niveau, nous avons créé un réseau qui s'appelle Ageconomy, une sorte de think tank qui organise des soirées privées entre DG-PDG, essentiellement à Berlin, à Londres et de temps en temps à Paris. Ces soirées se font sans invitation. Bien évidemment, on parle d'un thème très précis autour de la venue d'un grand dirigeant d'entreprise qui nous expose une problématique, une piste, une opinion, et bien sûr, nous lui posons des questions. Enfin, pour apprendre, 4 moyens, des vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube, frédéricserrière.com/YouTube, vous tapez Frédéric Serrière dans YouTube, le replay de beaucoup de conférences et de webinaires sur ageconomy.com, vous verrez qu'il y a une zone qui s'appelle replay, c'est gratuit, vous pouvez regarder des replays de plusieurs conférences et de plusieurs webinaires. En troisième point, vous avez des formations en ligne, certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Vous faites Silver Economy, lesformations.com pour les trouver. Et enfin, mon guide Silver Eco, c'est un guide livre qui fait 900 pages et qui donne un panorama stratégique du marché senior et de la Silver Economy. Pour le trouver, vous faites silvereconomyleguide.com. Donc nous allons commencer par le sommaire. D'abord, le sommaire, comme à chaque webinaire que je donne, chaque présentation que je donne, des postulats pour bien expliquer les limites de l'étude que nous avons réalisée.
Ensuite, nous allons parler méthodologie. Ensuite, bien sûr, présentation des résultats de l'étude de l'enquête. Et également, on finira par des enseignements. Alors, la première partie, les postulats. Ça, c'est très très important. On lit dans la presse, on lit dans les études que les avis, les opinions sont en train de fortement changer. Et ce qui était valable au mois d'avril n'est pas forcément valable au mois de mai, n'est pas forcément valable au mois de juin. Autrement dit, nous avons déjà changé d'avis sur plusieurs sujets et nous allons bien sûr pouvoir également changer d'avis et d'opinion dans d'autres sujets. Donc, c'est valable au moment de l'étude. Et d'ailleurs, l'étude s'est passée pratiquement sur plusieurs semaines et on a vu un changement, je vous expliquerai, on a vu un changement d'opinion dans les résultats au fur et à mesure que les semaines avançaient de l'étude. Bien évidemment, également, ce n'est pas exhaustif. Comme à chaque fois, bien sûr, il y a une sorte de frustration. On voudrait poser plus de questions, on voudrait avoir plus de renseignements, parler à plus de personnes. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif. C'est plus du qualitatif. Vous verrez que nous allons faire un sondage en ligne, une enquête en ligne sur 207 personnes. Enfin, il y a 207 personnes que nous avons extraites qui sont intéressants, qui sont vraiment dans la cible que nous voulions vraiment interviewer. Je vais vous les présenter. Donc, 207 personnes, 207 dirigeants, ce n'est pas assez, à mon avis, pour faire un pourcentage, pour mettre des pourcentages, et ça reste quand même qualitatif. Donc je sais, vous connaissez mon opinion, les avis sur les méthodologies, bon bref, moi je ne participe plus à des discussions sur les méthodologies pour savoir qui a raison. Toutes les méthodologies ont leurs limites et ont leurs contraintes et ont leurs avantages. Donc là, effectivement, pour moi, c'est plus du quali que du quanti, donc ça donne des tendances, des opinions, mais aussi, bien sûr, des idées. Alors, partie 2, la méthodologie. Déjà, tout d'abord, il y a une réflexion. Je pense qu'en fait, dans le conseil, je pense qu'en général, sur le marché des seniors et la silver economy, je pense que le temps que l'on donne, que l'on s'attribue à la réflexion, à l'analyse, a tendance à ne pas être assez long. Effectivement, ça, on s'en aperçoit lorsque, par exemple, comme quelqu'un comme moi a 20 ans d'expérience sur le marché des seniors, 20 ans d'expérience dans beaucoup de secteurs d'activité du marché des seniors, à destination des seniors, on s'aperçoit qu'effectivement, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, ne prenons pas assez de temps dans la réflexion. Là, par exemple, je viens de finir un travail sur la téléassistance dans plusieurs pays européens. C'est une réflexion qui m'a demandé, et qui nous a demandé à plusieurs, mais à moi personnellement, qui m'a demandé environ 3 mois. C'est au bout des 3 mois qu'on est vraiment capable de comprendre très précisément et ce qui bloque dans la téléassistance et de trouver des idées sur comment faire décoller ou fortement progresser ce marché. Si on ne passe pas ce temps de réflexion qui est suffisamment important, si dans les entreprises on a tendance à faire et à moins à réfléchir, je pense que c'est une grosse difficulté, sauf si on travaille dans un grand groupe où c'est une sorte de paquebot qui avance, et même si on fait des petites erreurs, le paquebot continue d'avancer. Si on dirige une start-up, si on dirige une PME, la réflexion, l'analyse et la qualité de l'analyse est très importante. Donc, on a fait une première partie qui concerne, bien sûr, la réflexion. Deuxième partie, plutôt qualitatif, grande quantité, on va dire ça comme ça, un sondage sur Internet que nous avons, et donc nous avons invité les lecteurs de notre site Internet à remplir ce sondage et nous avons extrait les résultats que je veux présenter. Les personnes qui sont extraites, c'est les dirigeants d'une organisation sur la silver economy, que ce soit associatif ou privé, plus des dirigeants et des responsables marketing qui ont une direction marketing d'entreprise dont une partie a des clients seniors. C'est qu'en fait, on a des gens, entreprises, des dirigeants qui dirigent l'entité qui est clairement sur la silver economy et qui est clairement sur les seniors. Et nous avons une partie des dirigeants qui n'ont pas forcément comme cœur de cible les seniors, mais par contre pour qui les seniors sont une part importante de leur clientèle. Donc il y a vraiment les deux typologies, et donc ça aboutit à 207 personnes qui ont répondu, 207 dirigeants, enfin beaucoup plus ont répondu, mais on a extrait 207 personnes qui correspondaient vraiment à cette cible en question. C'est beaucoup pour la silver economy, mais encore une fois pour moi, on ne peut pas en faire des statistiques, c'est juste des tendances. C'était en France entre le 25 avril et le 4 mai 2020.
Ensuite, comme à chaque fois, lorsque j'ai des résultats d'un sondage, d'une enquête, d'un baromètre, d'une enquête téléphonique, par exemple, si on fait une enquête téléphonique, j'aime bien comprendre le pourquoi des réponses. Parce qu'effectivement, on peut avoir des résultats, on va dire, d'une enquête, d'un sondage, que l'on n'arrive pas à expliquer, ou pire, et à mon avis ça c'est pire, qu'on risque de mal interpréter. C'est-à-dire en fait, même si on a une forte expérience sur un sujet, et même d'ailleurs, si on a une forte expérience sur un sujet, on pourrait mal interpréter les résultats d'une partie quantitative. Donc c'est pour ça que derrière, j'aime faire, et je le fais généralement, une partie plus qualitative, où je passe beaucoup de temps au téléphone avec des dirigeants d'entreprise et dirigeants d'organisation. Donc là, j'ai interviewé, j'ai pas tout fait, mais en tout cas j'ai interviewé une partie des 23 dirigeants, 14 d'organisations clairement sur la silver economy, comme je vous disais, et 9 dont ils ont une partie sur la silver economy, mais les seniors ne sont pas forcément les seuls clients. Donc là, effectivement, on va mieux comprendre le pourquoi des réponses et ça évite, à mon sens, de faire une interprétation. Bien évidemment, lorsqu'on fait cette méthodologie, c'est en fait un sondage ou une enquête, et ensuite on fait une partie qualitative, donc là on comprend le combien, on comprend le combien. Derrière, on fait plutôt une explication qualitative, et là on peut faire pareil sur les seniors, mais on l'a fait sur les professionnels. Là, c'est plutôt comprendre le pourquoi ils ont répondu tel ou tel résultat. Et ensuite, bien sûr, lorsqu'on aboutit à cette phase-là, bien sûr, il y a des éléments qu'on se dit, et ensuite, on aurait également pu poser ces questions-là. Donc, on a des éléments qui apparaissent et qui auraient été intéressants d'enquêter. Donc, derrière, il aurait fallu faire une deuxième enquête. Et je me souviens d'avoir parlé avec le directeur marketing d'une grande banque allemande et qui me disait c'est sans cesse. Quali, quanti, ça peut être sans cesse, donc il faut bien s'arrêter à un moment donné. Ensuite, bien sûr, une analyse finale qui a permis d'avoir, on a passé pas mal de temps à analyser le sujet, à croiser, comprendre pourquoi les réponses, de façon à pouvoir vous donner des réponses, des conclusions qui sont les plus précises possibles. Donc, les résultats de l'enquête Internet. Donc, à chaque fois, vous aurez en bleu clair la question qu'on leur a posée. Donc, je rappelle, c'est sur Internet, ils étaient seuls à répondre. En haut, c'est la conclusion qu'on vous propose. Et bien sûr, ensuite, c'est les réponses. Donc, précision, très important. Les résultats que je vous présente ne sont pas en pourcentage. Ils sont en nombre de réponses. Donc en fait, il y a eu en tout 207 réponses. On a extrait 207 personnes qui ont répondu. Si vous additionnez le chiffre de toutes les barres, vous allez vous rendre compte que c'est le montant total de 207. Donc, concernant la crise à venir, pensez-vous que votre secteur d'activité va être très fortement impacté, moyennement impacté, peu impacté, pas du tout impacté, et ne se prononce pas? Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur, hein. Il n'y a personne dans les 207 personnes qui a répondu que mon secteur d'activité ne serait pas du tout impacté. Par contre, vous voyez, il y a quand même 65 plus 65, c'est pratiquement, on va dire, 130 personnes, plus de 130 personnes, qui ont répondu que leur secteur d'activité sera très fortement impacté, voire fortement impacté. Donc là, il y a un impact pressenti. Ceci dit, il faut quand même mesurer quelque chose. C'est que donc l'enquête a été mesurée sur plusieurs mois et a fini lorsque le déconfinement a commencé à apparaître. On s'aperçoit quand même que les personnes qui ont répondu à la fin de l'enquête sont quand même en train de se dire que mon secteur d'activité sera moins impacté. Donc il y a eu une sorte... en fait, c'est toujours la difficulté quand on pose ce genre de questions dans un environnement émotionnellement chargé de peur, de crainte, de perdre son boulot, de crainte de ne pas développer sa société comme on le voulait, de l'incertitude qui va mener. Cette émotion d'incertitude, on va dire c'est de stress, hein, c'est la peur, mais ce sentiment d'incertitude influence bien sûr les résultats. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très, très, très attention aux résultats que je vous présente. Donc là, fort impact pressenti sur son secteur d'activité. Autre question que l'on va poser, pensez-vous que votre secteur d'activité va être, alors, profiter fortement de la situation, plutôt profiter de la situation, subir la situation, fortement subir la situation, ou ne se prononce pas? Alors pourquoi est-ce qu'on pose des questions qui sont à peu près sur les mêmes items? C'est pour pouvoir recouper les réponses. Et en fait,
généralement, j'aime bien poser des questions ou reformuler deux questions quasiment identiques, même si c'est pas le cas, en tout cas, mais quasiment identiques, de façon à ce que les personnes répondent deux fois, une fois à chacune des deux réponses, de façon à ce que l'on puisse vraiment analyser les réponses et être plus fin dans l'analyse. Donc, on a posé deux fois la question, ou deux questions proches. On voit bien que ça se sépare en deux. Il y en a qui disent profiter ou subir la situation. Donc là, quand on les enquête au téléphone, vous voyez, donc là, par exemple, si on analyse que ça, on se dit, ouais, ok, soit, bon, bref, ça se sépare en deux, et si on ne fait pas de qualitatif derrière pour analyser le pourquoi de la réponse, bref, on reste, j'allais dire un petit peu comme des cons, mais on reste sans vraiment analyser, ou pire, on pourrait en conclure des conclusions qui sont fausses. Donc, sur la silver economy et le marché senior, il faut savoir qu'il y a plusieurs sujets. Il y a des produits de nécessité, c'est en fait on devient plus âgé, ou on a des moments de vie qui sont différents et on est contraint d'acheter un produit, d'utiliser un produit ou un service. Donc ça c'est plutôt de nécessité. Et après il y a le confort. Ensuite il y a des secteurs d'activité qui sont, on va dire, où les clients sont captifs, et les secteurs d'activité où les clients ne sont pas captifs, vous achetez un petit peu le jour le jour. Je prends un exemple. Pour ceux qui le savent, nous avons une résidence-service senior à Berlin. Et pour ceux qui le savent, je l'ai déjà dit, je pense, nous avons été au courant en janvier par un ami chinois de ce qui pouvait se passer, plus un ami qui travaille dans une ambassade à Berlin, qui nous avait prévenu dès janvier qu'il y avait à avoir un souci. Les deux nous ont prévenus, l'ami chinois et cet ami dans l'ambassade. Et donc, on avait, pour la résidence senior, ce qu'on a fait, on a appelé des dirigeants d'établissements pour personnes âgées en Corée du Sud pour savoir comment ils allaient gérer la situation. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même un confinement qui allait arriver. Et donc, on a pris un peu la panique parce que nous, la résidence service senior, a été pleine à peu près à 70% parce que les 30% restants, c'était plutôt le tourisme. Comme les frontières allaient être fermées, on a tout de suite compris que les 30% de tourisme allaient nous poser problème, qu'on allait se retrouver avec une résidence à 30% vide. Il faut savoir que c'est la partie touristique qui apporte la plus grosse marge dans la résidence. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a parlé aux résidents, on leur a dit, écoutez, qui étaient sur place, les 70%, on a dit, écoutez, voilà ce qui peut arriver. Donc au début, ils ne nous ont pas cru. Au bout d'un moment, on leur a dit, si vous voulez partir et rentrer chez les amis, on vous propose, on accepte que vous quittiez le logement sans respecter le contrat, sans respecter le délai, etc. Donc il y en a 3 à peu près qui sont partis, 3 sur à peu près 60 personnes, un peu plus. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis en mouvement à fond la partie commerciale pour faire venir des seniors dans la résidence. Là aussi, on leur a dit, attention, ce qui va arriver, c'est ceci. On vous propose de venir à la résidence. Donc, on leur a fait un petit offre commerciale et on a rempli en 2 mois la résidence. Donc, en fait, on a rempli la résidence, un peu moins de 2 mois. On a rempli les 30% restants. Parce que d'une part, on a un commercial qui est très très bon, parce que notre stratégie commerciale avait été très finement adaptée par rapport au profil de client que nous voulions, au profil de résident que nous voulions. Et nous avons bien sûr rempli la résidence. Quand vous avez une résidence service senior qui est remplie, avec un confinement qui arrive, et puis un déconfinement qui arrive progressivement, vous vous rendez compte que les clients sont captifs. C'est-à-dire, en fait, si vous traitez bien les clients pendant le confinement, ce que nous avons fait, les résidents, ce que nous avons fait, il faut dire qu'à Berlin, le confinement n'a pas été total, on pouvait quand même bouger et sortir autant qu'on voulait. C'était limité à 2 personnes, mais on pouvait sortir tant qu'on voulait. Les entreprises n'ont pas fermé, ou la plupart n'ont pas fermé, les commerces n'ont pas fermé, etc. Ils sont restés ouverts. Donc les résidents ont pu sortir. Et donc on les a très très bien traités. Donc on les a réunis, et puis on a travaillé avec eux sur comment est-ce qu'ils voulaient être traités, ce qu'on pouvait faire pour eux, etc. Et ça a évolué au fur et à mesure. Donc en fait on a été aux petits soins pour eux. Les salariés ont été aux petits soins pour eux. Donc on a un déconfinement progressif, des craintes sur la deuxième vague, ou pas une deuxième vague, en tout cas sur un retour peut-être probable, j'en sais rien, du virus en octobre. Donc des personnes qui sont dans l'incertitude et des résidents qui sont bien traités. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, on a des résidents qui vont rester pratiquement à 100%. Et donc là, on est tranquille pendant un an. C'est en fait, alors que une partie assez importante, en tout cas pas minoritaire, enfin pas ultra minoritaire, des résidents-services, des résidents, des locataires des résidents-services seniors partent chaque année, on peut estimer que comme la résidence-service senior est complète,
on est tranquille pendant au moins un an avec des clients captifs qui vont rester et avec des loyers qui vont nous arriver chaque mois. Donc, lorsqu'on est dans un secteur d'activité, c'est là je reviens le pourquoi de la réponse là, lorsqu'on est dans un secteur d'activité où vous avez une résidence service senior qui est pleine, avec des clients qui sont entre guillemets captifs, sans que pour moi ce soit un gros mot ou quelque chose de négatif, vous avez un chiffre d'affaires qui sur l'année est assuré. Par contre, celui qui a une résidence service senior qui n'est pas encore remplie, là, va avoir beaucoup plus de difficultés. Donc voilà, vous voyez pourquoi il y a ces deux types de réponses. Il y a ceux qui disent que le secteur d'activité va profiter. Moi, je dis effectivement, la résidence service senior profite du confinement et profite du déconfinement. Par contre, celui qui a une résidence service senior qui est en cours de construction ou alors qui est ouverte et qu'il faut qu'il remplisse maintenant très rapidement, là, on s'aperçoit qu'effectivement, la situation est totalement différente. Et lui va plutôt subir la situation. C'est en fait des seniors ne pas vouloir lâcher leur appartement, lâcher leur maison pour venir en résidence service senior. Ça va prendre plus de temps. En tout cas, on pense que les délais de réflexion pour venir dans ce type de résidence ou même pour déménager chez les seniors vont augmenter. Donc là, on a subir et profiter. Voilà pourquoi on a marqué un équilibre. Autre chose, pour votre secteur d'activité, la crise va nécessiter le développement de nouvelles offres, en bleu, l'adaptation d'offres existantes, en orange, ou l'arrêt d'offres existantes, en jaune. Alors, il n'y a pas d'erreur dans le graphique. Donc, je rappelle, par contre, là, c'est des pourcentages. Mais alors, là, c'est des pourcentages sur 207, d'accord? Donc, c'est un pourcentage sur 207. Ce graphique-là est légèrement différent. Donc, on n'a pas d'erreur. Il n'y a personne sur les 207 qui nous a dit qu'ils allaient arrêter leurs offres. Ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est très important à retenir, parce que dans la conclusion, vous allez voir, c'est très très intéressant. Ce sondage est vraiment très intéressant si vous restez jusqu'au bout. Donc, en fait, on voit très bien que la plupart veulent développer de nouvelles offres, et d'autres veulent développer des offres existantes. Donc, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité pendant le confinement et le début du déconfinement, vous allez vous apercevoir, nous on reçoit les communiqués de presse dans différents pays, donc on voit ce qui s'est passé. Vous avez des entreprises sur la silver economy qui ne parvenaient plus à faire de chiffre d'affaires, ou qui parvenaient à faire du chiffre d'affaires, mais qui ont développé, les deux, des offres sur le court terme. Ces entreprises, par exemple, qui proposaient un certain service, qui brusquement ont transformé leur plateau d'appel, leur centrale d'appel, leur centrale de réception, en centrale d'appel pour pouvoir appeler les seniors comme ils voulaient et proposer ce type de service pour pouvoir prendre des nouvelles des seniors à des villes, à des départements, à des bailleurs sociaux, à des secteurs de prévoyance. Donc en fait, il y a eu le développement de nouvelles offres sur le court terme. La question qu'on va se poser, qu'on va analyser, nous qu'on va bien analyser, c'est quelles sont les offres qui vont être pérennes. C'est en fait dès que le confinement sera loin de nous, on va revenir à des comportements. Il y a des comportements qui vont rester nouveaux, mais il y a aussi des comportements qui vont s'effacer. Et donc il va y avoir des offres qui vont durer et des offres qui vont être supprimés. Donc si vous êtes intéressé, j'en parle dans d'autres webinaires, vous regardez sur le site ageconomy.com, ageconomy.ie.com, vous allez dans le replay, vous verrez qu'il y a d'autres webinaires où je parle, à mon sens, comment je vois la situation avec une approche marketing et psychologique. Donc voilà, il n'y a personne qui nous a dit l'arrêt d'offres existantes, donc c'est je développe de nouvelles offres ou j'adapte les offres existantes. Quel est votre degré de confiance concernant le développement d'une entreprise dans votre secteur d'activité pour les prochains mois? Alors, la question là, elle a été posée, ce qu'on appelle en dissocié en psychologie. On ne va pas poser la question que pensez-vous du développement de votre entreprise? Parce que là, il y aura des biais. Vous voyez, c'est émotionnellement chargé, donc là, il y aura des biais dans la réponse. On pose la question, quel est votre degré de confiance concernant le développement d'une entreprise dans votre secteur d'activité? Qu'est-ce qui se passe? L'être humain, en fait, il va faire une projection à ce moment-là quand il répond. Et notamment le français qui est quand même plus égocentré que la moyenne des Européens. Donc, en fait, quand on répond à ce genre de questions, on fait une projection et au final, on parle de son entreprise à soi. Et c'est même plus précis parce qu'on a vraiment une réponse en dissocié, sans charge émotionnelle, en tout cas avec moins de charge émotionnelle.
Si on va parler de son entreprise en dissocié, pour ceux qui sont intéressés, vous tapez psychologie, dissociation et association, vous allez vous rendre compte, vous allez vous comprendre ce procédé. Donc, très confiants, 25 sont très confiants sur les 207, 84 sont confiants, 63 sont moyennement confiants, 30 sont peu confiants et le reste ne se prononce pas. Et l'ensemble, s'il n'y a pas d'erreur sur le graphique, fait 207, mais je pense pas qu'il y ait d'erreur. Donc, on voit qu'il y a, vous voyez ce qui est très intéressant, jusqu'à présent, et c'est là que je voulais en venir, ils disent que leur secteur d'activité, les réponses, les 207 disent que leur secteur d'activité va être fortement ou très fortement impacté de manière négative. Une partie dit que leur secteur d'activité va subir. Par contre, quand il s'agit de parler d'une entreprise sur leur propre secteur d'activité et en faisant une projection de leur propre secteur d'activité, ils disent quand même, une grande majorité, il y a 84 plus 25 qui disent qu'ils sont confiants à très confiants. Et on peut encore en plus rajouter moyennement confiants. Vous voyez, donc en fait, il y a un très grand doute sur le secteur d'activité. Par contre, il y a une confiance en leur propre capacité, en leur propre entreprise. Très intéressant ça comme résultat, je trouve, dans l'enquête. C'est en fait une méfiance, en tout cas un côté plutôt négatif, on va dire ça comme ça, sur le secteur d'activité. Par contre, l'entreprise, elle, peut bénéficier. Vous allez voir pourquoi derrière. Comment voyez-vous la situation pour l'entreprise dans un secteur d'activité? Pareil, on repose le même type de questions de façon à bien voir qu'ils ont répondu, qu'il y a une cohérence entre les deux questions qu'on leur a posées. Vous voyez, donc 121 sur les 207 disent c'est une opportunité, 50 disent que c'est un risque pour l'entreprise, donc là c'est pareil, c'est une projection, on parle toujours pareil de dissociation, et 36% disent que c'est ni l'un ni l'autre. Donc en fait, c'est quand même pour une grosse part d'entre eux, des répondants, ils estiment que la crise que nous avons subie, le confinement, le déconfinement, puis peut-être aussi la crise qu'il va subir derrière, c'est une opportunité pour leur organisation. C'est intéressant ça également. C'est qu'en fait, la crise est un risque pour le secteur d'activité, mais je suis quand même confiant dans mon métier, pour mon entreprise, parce qu'en fait, c'est une opportunité. Si on avait posé ce même type de questions de manière associée, c'est en fait, est-ce que vous pensez, comment voyez-vous la situation pour votre entreprise, de votre secteur d'activité? Là, ce qui se passe, si on répond cette question-là au niveau psychologique, moi ça fait 25 ans que je suis passionné par la psychologie, pour ceux qui me suivent, donc puis je suis diplômé de plein de trucs en psychologie, une vraie passion, on s'aperçoit que si on pose la question en dissocié, à une personne qui est en train de vivre un stress, d'accord, un stress de l'incertitude, on s'aperçoit que la réponse ne sera pas correcte, c'est qu'en fait le stress va influencer la réponse. Certains vont dire, voilà, oui, certains vont répondre à la question, si on pose la question, comment voyez-vous la situation de votre entreprise? En fait, le cerveau peut dire, oulala, c'est difficile, et donc là, il y a un stress qui arrive en répondant à la question, ou en pensant à ce sujet en question, et ce cerveau, non pas pour répondre à la question, mais pour déstresser, va s'auto-convaincre que c'est une opportunité. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas posé la question de manière associée. Parce qu'en associé, on aurait eu les deux phénomènes. On aurait eu le phénomène où la peur aurait amplifié le côté négatif et le côté et aurait amplifié le côté positif. En tout cas, je me réassure. Donc on n'aurait pas eu 121%, 121. On aurait eu probablement plus. Et ça n'aurait pas été vraiment juste. Donc voilà pourquoi on a posé la question en dissocié. Vous voyez que poser des questions et analyser les questions, que certains me disent que c'est simple, mais il faut quand même avoir de l'expérience. Dans votre secteur d'activité, pensez-vous que la manière de vendre votre produit, votre service va fortement évoluer, rester la même, ou ne se prononce pas? Vous voyez, donc là, tout le monde a un avis, il n'y a personne dans les 207 qui ont répondu « je ne se prononce pas ». Donc là, on voit très clairement que c'est la stratégie commerciale qui va évoluer. Vous voyez, donc en fait, il y a développement de nouveaux produits, adaptation de nouveaux produits, pour une part importante, on a vu ça précédemment, mais là on voit que la stratégie commerciale va fortement évoluer dans les prochains mois
et les prochaines semaines, en tout cas, que les stratégies commerciales vont fortement évoluer. Dans votre secteur d'activité, pensez-vous que la situation va créer des tensions dans l'approvisionnement? Alors là, bien sûr, c'est une moyenne parce que ça dépend beaucoup de certains secteurs d'activité. Moi, j'ai suivi pas mal de clients qui s'approvisionnaient en Chine et grosso modo, une grande part n'a pas eu de problème d'approvisionnement. C'est qu'en fait, il y a eu un stock, bien sûr, il y a eu un stock tampon, et ensuite derrière, il y a eu des usines qui ont redémarré en Chine, puisqu'en fait la vague en Chine est arrivée avant. Derrière après nous, donc le stock est arrivé, le stock a été stocké bon, en France ou là-bas, enfin peu importe. Et derrière, les usines ont redémarré, pendant que nous on était en période de confinement. Donc beaucoup me disent qu'il n'y a pas eu de tension. Ensuite, bon là, je ne peux pas trop passer de temps là-dessus parce que ce graphique porte également à confusion. C'est en fait, la réponse là varie fortement si on a répondu à la réponse là durant les derniers mois, les dernières semaines, ou si on a répondu au mois d'avril, ça a fortement changé. Dans votre secteur d'activité, la relance post-confinement passe par, donc là on a soumis plusieurs items, on est toujours frustré parce qu'on aurait pu en se mettre plus, en commençant par le bas, une campagne de communication auprès des seniors, une campagne de communication B2B en direction d'autres secteurs des seniors, le développement de nouveaux produits et services, l'évolution des stratégies commerciales, l'évolution des stratégies de communication, le regroupement d'acteurs et autres. S'il y a des fautes de français, c'est qu'en fait c'est un Allemand qui a fait les slides, que j'ai pas retouché. Donc c'est un Allemand qui a fait les slides, et mes consultants allemands font beaucoup moins de fautes en langue française que les Français le font en langue anglaise ou allemand. Voilà, c'est juste un petit message. Et je trouve que mes amis allemands, enfin mes consultants allemands font très peu de fautes. Donc voilà. Donc on voit grosso modo, on retrouve le développement de nouveaux produits et services, une campagne de communication auprès des seniors au niveau de la vente, l'évolution des stratégies de commercialisation, l'évolution des stratégies de communication. Oui, donc en fait, il y a de nouveaux produits, communication et stratégie et commercialisation, c'est assez logique, qui vont évoluer. Donc voilà, ça c'est l'enquête. Maintenant, quelques enseignements. Là, je vais plus parler, bien sûr, des résultats de l'enquête, mais également de ce que nous avons pu échanger au téléphone dans la partie encore plus qualitative. Alors, ils sont défiants vis-à-vis de leur secteur d'activité, c'est-à-dire qu'en fait, ils expliquent que leur secteur d'activité va être fortement impacté ou impacté. Ils sont confiants vis-à-vis de leur propre activité. Alors là, il faut séparer deux choses. Il y a ceux qui ont su développer des produits, des services rapidement. C'est en fait, on va vendre brusquement, on faisait des tissus pour seniors, brusquement on fait des masques. Donc, par exemple, ils ont eu des commandes de masques. Donc il y a eu un chiffre d'affaires qui est arrivé. On était l'assisteur et on développe une plateforme de produits d'achat pour les services à domicile, par exemple. Oui, donc là, c'est stratégie court terme. Voilà. On offre des mois gratuits et on a des abonnements à la téléassistance, par exemple. Donc là, effectivement, on s'aperçoit que lorsque le chiffre d'affaires augmente ou lorsque une stratégie de commercialisation sur le court terme ou communication sur le court terme fonctionne, qu'effectivement, ils vont dire qu'ils sont confiants. Et donc là également, il y a confiant parce que sur le court terme ça marche, puis il y a confiance au moyen terme, il va faire attention. Donc il y a vraiment les deux. Le développement, on l'a vu, et adaptation des offres existantes. Il n'y a pas d'arrêt d'offres dans les 207 qui ont répondu. Focus sur la stratégie de commercialisation, c'est très important. Là, effectivement, on voit très, très clairement qu'ils vont mettre ils vont vraiment appuyer, vraiment mettre des efforts sur la stratégie de commercialisation. Lorsqu'on parle, là je ne vais rien vous apprendre je pense, lorsqu'on parle à des dirigeants, lorsqu'on parle à des stratèges, on s'aperçoit que dans une turbulence comme ça, notamment pour les startups, autant avant on pouvait se focaliser dans les 6 mois, dans les 1 an, maintenant il faut peut-être se focaliser dans les 6 mois ou 1 an pour la direction, mais surtout au niveau trésorerie, il faut peut-être se focaliser également sur le court terme, c'est en fait peut-être la semaine à la semaine, ou au mois au mois. En tout cas, sa focale doit être focalisée sur le court terme, et donc ils appellent ça naviguer à vue.
Naviguer à vue, ça veut dire qu'en fait, je parlais avec un dirigeant d'une banque allemande et je lui ai posé la question, est-ce que tu sais déjà, est-ce que tu arrives à analyser dans tes datas les futurs comportements des clients? Et là, il m'a répondu non. Ça, je lui ai posé la question il y a à peu près 10 jours. Il m'a répondu non, on n'a pas encore le recul nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, faire des plans sur la comète, sur comment les seniors vont se comporter dans les prochains mois, ce qu'ils vont acheter, ce qu'ils vont pas acheter, ce qu'ils vont consommer plus, ce qu'ils vont consommer moins, etc. Ça, c'est, comme un ami allemand, un ami américain dit, c'est du bullshit. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être, bon bref, c'est de la voyance en fait, hein. C'est de la voyance. Donc, quand on parle aux dirigeants, une caractéristique qui va être importante dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est la gestion du stress, et ensuite, c'est la capacité à vivre le jour ou la semaine à la semaine. Donc, vivre sur le court terme, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Voyez. Donc, il y a une difficulté pour mesurer les demandes futures des seniors. Comment les seniors vont se comporter. J'en ai parlé dans une des vidéos. On peut quand même expliquer sur des ressorts psychologiques que l'on connaît et qui ne vont pas changer, comment les comportements peuvent évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois. En psychologie, on apprend beaucoup de choses, mais on apprend une chose notamment qui est que l'être humain va vers le plaisir et fuit la douleur. Alors tout le monde va me dire, oui, oui, mais ça c'est évident, d'accord. Et moi c'est pareil, au début quand on m'a dit ça, c'est évident, c'est évident. Et mon enseignant, mon coach, enfin la personne qui me formait à l'époque, m'a dit, je répète, l'être humain fuit la douleur et va vers le plaisir. Et je lui dis, oui, j'ai compris, arrête de m'embêter. Et il a répété ça plusieurs fois. Parce qu'il voulait me faire comprendre vraiment ce que ça voulait dire. Il ne s'agit pas de comprendre intellectuellement, c'est vraiment le comprendre. Une fois qu'on a compris que l'être humain fuit la douleur et va vers le plaisir, que ses comportements sont basés là-dessus, nos comportements sont basés là-dessus, un confinement nous a fait acquérir de nouveaux comportements. Par exemple, les seniors qui n'étaient pas numérisés, qui n'étaient pas câblés, qui n'étaient pas sur Internet, se sont brusquement mis à Internet, ont acheté une tablette numérique, une tablette tactile, pour être en contact avec les petits-enfants. Donc ça, c'est un comportement qui au début paraissait dur, basé sur la douleur, impossible, qui brusquement, c'était plus douloureux de ne pas avoir de tablette que d'avoir de tablette pour certains. Donc ça, c'est un nouveau comportement. Autre comportement qui est apparu, c'est porter un masque. Alors porter un masque, pour ceux qui en portent, ça gratouille, on se gratte, en bref, etc. On entend tout et son contraire sur les masques, en bref, c'est pas forcément une mode qui va durer, porter un masque. En tout cas, je ne le pense pas. Donc porter un masque, on peut dire que au bout d'un moment, c'est basé sur la douleur, ou la gêne, on va dire ça comme ça. Et rester en contact avec les petits-enfants via le numérique, c'est sur le plaisir. Donc on peut, en partant de ce simple constat, déjà deviner les comportements que les seniors ont acquis et qui vont durer, et les comportements que les seniors ont acquis, ou que nous tous avons acquis, et qui vont bien sûr ne pas résister. Donc ça, c'est basé sur la psychologie de l'être humain. Ça reste tel quel, ça c'est l'être humain en tant que tel, et ça permet également d'analyser quels sont les comportements qui vont rester et quels sont les comportements qui vont disparaître. Ensuite, dans les réponses, on s'aperçoit qu'il y a vraiment, c'est assez évident, mais il faut quand même le dire, que ceux qui ont un trésor de guerre, c'est en fait les acteurs sur la silver economy, qui ont une trésorerie très importante, eux sont beaucoup plus sereins que les mêmes acteurs qui ont une faible trésorerie. C'est qu'en fait, si on prend la téléassistance par exemple, vous avez des téléassisteurs qui ont de vrais trésors de guerre, et là effectivement, eux, ils sont assez sereins, ils peuvent voir les mois à venir, et ceux qui n'ont pas de trésor de guerre, ceux qui viennent de démarrer dans la téléassistance ou les plus récents, ou ceux qui ont cassé les prix dans la téléassistance, qui n'ont pas de trésorerie aussi importante qu'ils le voudraient, eux, effectivement, vont avoir plus de difficultés et eux stressent plus. Donc là, on a vraiment les deux différences. Autre chose qui est très intéressant, là je suis très très content, c'est qu'en fait, enfin, les acteurs de la silver economy, dans la grande masse, bien sûr, certains d'entre vous le font, vous allez vous focaliser sur les détails. Parce que jusqu'à présent, l'ancienne activité sur les seniors, c'était relativement facile, même si c'était compliqué, moi dire c'était relativement facile, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres, il y avait beaucoup de demandes. En fait, il y avait beaucoup de seniors et pas beaucoup de compétition sur la silver economy. La téléassistance, par exemple, on s'en prend ça, c'est un secteur d'activité qui a très très bien vécu, pendant beaucoup d'années, avec des marges énormes,
des chiffres d'affaires importants et des trésors de guerre qui ont été accumulés pour les premiers. Maintenant, comme la silver economy attire beaucoup de monde, il y a beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de téléassisteurs, enfin beaucoup plus, il y a plus de téléassisteurs, ce qui fait qu'en fait le ratio, l'équilibre offre-demande, en fait, c'est déséquilibré et les prix sont en train de baisser. On retrouve ça dans beaucoup de secteurs d'activité. L'aménagement de la salle de bain, les prix vont baisser. Le numérique des seniors, ça va baisser. Les services à domicile vont peut-être également devoir baisser parce que la concurrence arrive. Pour faire face à cette situation-là, il y a plusieurs solutions, notamment de la nécessité de se focaliser sur les détails. Et c'est les détails qui expliquent qu'une entreprise réussit ou réussit fortement. Je prends un exemple. Dans l'aménagement de la salle de bain, en fait, vous avez 75 ans ou plus et vous voulez faire aménager la salle de bain parce que vous avez une baignoire qui est jugée dangereuse et vous avez peur de tomber ou vous êtes tombé. Et dans votre vie, vous avez déjà installé une baignoire, une douche, vous avez déjà demandé à un plombier de venir, etc. Et beaucoup ont le souvenir du plombier qui passe, qui commence ses travaux, qui vous laisse en plan, parce qu'en fait, il manque une rondelle, il manque un boulon, il manque un truc, enfin bref, il manque toujours quelque chose, et il vous laisse en plan, la salle de bain, toute sale, non utilisable, pendant plusieurs jours, voire un peu plus. Donc je pense que certains ont dû vivre ça. Donc en fait, les acteurs sur la silver economy, depuis très longtemps, hein, les easy showers, etc., ont développé des process pour changer une douche, une baignoire, en une douche, en moins d'une journée. Et dans les publicités, beaucoup ont marqué installation en 6 heures. Et d'autres marquent installation en une journée. Ceux qui marchent très bien, très très bien, c'est ceux qui marquent installation en une journée. Ça, il y a une raison bien sûr. Ça, c'est un détail. Et c'est un exemple de détail qui fait que vous réussissez pas votre projet, vous réussissez moyennement votre projet, ou vous cartonnez votre projet. Et la différence, c'est les détails. Alors certains vont appeler ça des facteurs clés de succès, les trucs, les bidules, les machins. Ok, d'accord. C'est les détails. Voilà pourquoi en fait, il faut soit il faut débaucher un directeur marketing ou un responsable marketing ou un directeur de développement qui travaillait déjà historiquement dans l'entreprise, qui a cartonné sur les seniors, soit faire travailler des consultants, vous voyez où je veux en venir, en rigolant. Mais voilà, en tout cas, c'est les détails qui vont être importants, et c'est vraiment cela qu'on voit apparaître dans la crise, c'est qu'en fait, il va y avoir une focalisation sur les détails des produits, donc ça va être vraiment co-créé beaucoup plus avec les seniors, ça va être dans les détails de la communication, et plus faire appel à une agence lambda sur les seniors qui ne comprend rien aux seniors et qui vous fait une campagne bof qui va fonctionner mais qui ne va pas faire la différence. Et vos concurrents, dans le secteur d'activité, ou vous-même, vous allez vous focaliser sur les détails, et c'est les détails qui feront la différence. En conclusion, si vous avez suivi ce webinaire jusqu'à la fin, vous savez qu'on développe du coaching téléphonique ou du mentoring téléphonique, mais dans cette en visio. C'est en fait, on peut vous suivre régulièrement. C'est vous qui décidez pour le développement de votre projet. Ça vous permet d'éviter les principales erreurs, et ce qui veut dire ne pas se planter. Ça vous permet d'avoir des idées, de prendre du recul, et donc avoir des meilleurs produits, des meilleures offres, des meilleures stratégies. Ça vous permet de rentrer en contact, de mettre en contact avec des personnes, donc de développer des partenariats. Ça vous permet de rencontrer des bons partenaires les plus cohérents, de prendre du recul sur les partenaires, et donc en fait d'avoir des partenaires qui seront plus cohérents avec vous, plus motivés pour vendre. Donc au final, ça va être de gagner plus de chiffre d'affaires pour vous, et donc vous d'en bénéficier, bien évidemment, je vous laisse imaginer. Donc, ça, on fait ça par coaching, ça coûte beaucoup moins cher qu'une maison de conseil, c'est du suivi, et on ne fait pas tout avec vous, mais en tout cas, c'est mentoring, coaching. Donc, bien sûr, avec des consultants, soit moi-même, soit mes consultants, qui ont beaucoup d'expérience sur les seniors. Moi, j'en ai 20 ans d'expérience sur les seniors, donc je connais un petit peu le sujet. Pour que vous sentiez, que vous saisissiez l'intérêt de se faire suivre en coaching, on vous propose, comme vous êtes arrivé jusqu'à la fin, une session stratégique. En fait, on vous propose 55 minutes gratuites, donc c'est une session d'une heure, mais bon, il faut 55 minutes gratuites de travail en coaching. En fait, c'est pas une session de commercialisation, j'insiste, on travaille vraiment sur le sujet, sur votre sujet. Généralement,
Imaginez qu'on y ait fait cette session ensemble. À la fin, vous aurez une vision beaucoup plus claire de votre situation, de votre problématique. Déjà, c'est ça, c'est rendre clair une situation, ou plus clair une situation. Et ensuite, c'est de définir des premières pistes stratégiques pour développer votre projet, pour atteindre votre objectif, identifier les obstacles et lever les obstacles, et réduire les craintes que vous pouvez avoir. Donc, c'est pas que la stratégie, c'est à la fois la stratégie, du mentoring et du coaching. Voilà. Donc, en fait, si vous êtes intéressé, vous envoyez un message à ute.metz@frédéric-serrière, c'est mon assistante à Berlin, et on prendra rendez-vous avec vous pendant 1 heure. D'ici là, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à bientôt.